Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera notre troisième ou quatrième, ce sera notre quatrième vidéo de notre série sur la microbiologie clinique et on va parler du conflit hôte-bactérie ou de la manifestation du conflit hôte-bactérie ou plus simplement des mécanismes de l'infection bactérienne. Alors on va faire une petite introduction, on va parler de l'infection bactérienne proprement dit, tout ce qui va la stimuler, tout ce qui va la favoriser. Ensuite on va parler de la défense immunitaire, donc comment est-ce que notre corps va combattre cette infection. Et enfin les manifestations cliniques qui sont liées aux infections bactériennes. Alors en fait, toute infection bactérienne n'est que finalement une rupture de l'équilibre entre le germe et son pouvoir pathogène et l'immunité et son pouvoir de défense et son pouvoir de combattre l'infection. Lorsque cet équilibre donc est rompu, on aura une infection bactérienne, c'est-à-dire que le germe va coloniser notre corps et entraîner des manifestations cliniques. Alors la transmission d'un germe, en fait, il existe deux types de transmission. On a la transmission dite indirecte, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas transmission du germe d'une personne à une autre ou d'un animal à l'homme, etc. Mais elle va se faire par contact avec un objet qui a été contaminé par quelqu'un d'autre. On va donner un exemple simple. Par exemple, si quelqu'un a une grippe, si quelqu'un a une grippe et qu'il touche une poignée de porte, lorsque vous allez toucher cette poignée de porte, eh bien vous risquez de contaminer vos mains avec le virus et vous le transmettre. Donc ça, c'est une transmission qui est dite indirecte, qui est un contact avec un objet contaminé. La transmission directe, ça se fait directement d'un organisme infecté vers un organisme sain et elle peut être de deux types, soit horizontale, c'est le cas le plus fréquent, donc c'est une transmission dite interhumaine, où un être humain va contaminer un autre être humain ou un animal va contaminer un être humain. Et ça, c'est caractéristique par exemple des infections respiratoires où lorsque une personne qui est contaminée par exemple par la tuberculose va tousser, eh bien, elle va transmettre des gouttelettes de sludge ou des gouttelettes de salive qui seront infectées par la tuberculose vers un autre être humain et il y aura cette transmission interhumaine horizontale. Il y a également une transmission qui est dite verticale, c'est la transmission mère-enfant par passage transplacentaire des germes. Alors il n'y a pas beaucoup de germes qui passent par la barrière placentaire, on a surtout des virus qui peuvent passer, notamment la rubéole. On a certaines bactéries comme la listériose ou encore certains parasites comme la toxoplasmose qui ont un passage transplacentaire. Donc deux types de transmission, la transmission indirecte qui se fait par un contact avec un objet contaminé et la transmission directe qui se fait d'un organisme infecté vers un être sain et elle peut être soit horizontale, donc interhumaine, ou verticale, mère-enfant. Parlons maintenant des voies d'infection, des voies de contamination. Donc par quoi ou par quels organes ou par quelle porte d'entrée va passer ce germe ou ce micro-organisme pour infecter notre corps. Alors la voie la plus fréquente, c'est évidemment la voie digestive. Donc on a énormément d'infections digestives qu'on qualifie souvent de toxi-infections ou d'infections digestives. Alors on a par exemple la salmonellose qui est responsable entre autres de la fièvre typhoïde, mais également de certaines toxi-infections alimentaires. On a le choléra par Vibrio cholerae. Donc tout ça, ce sont des exemples d'infections digestives. On a la voie respiratoire, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure, par exemple la tuberculose ou la coqueluche. On a la voie cutanée, alors je dis bien cutanée, non pas transcutanée. Donc la voie cutanée, c'est en fait une transmission par contact cutané sur une surface souillée ou par un autre organisme. Donc on a par exemple le tétanos qui se fait lors des blessures ou des piqûres par des objets souillés ou des objets qui sont soumis à l'oxydation, et également les furoncles. Alors les furoncles qui sont des infections cutanées à staphylocoque, le plus souvent par auto-infestation, c'est-à-dire que le staph qui est présent sur notre flore bactérienne va venir nous auto-contaminer et entraîner l'apparition de lésions cutanées. Ensuite, on a la voie transcutanée. Alors là, ça se fait par effraction de la barrière cutanée, c'est-à-dire qu'il y aura le plus souvent un vecteur. Donc un vecteur, c'est un animal ou un insecte le plus souvent qui va piquer en fait notre peau et qui va
qui va nous ingérer ou qui va nous infester par cette bactérie. On a l'exemple de la peste qui se fait par effraction transcutanée d'une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis, donc ça se fait grâce aux excréments de rats. Ou encore la maladie de Lyme qui se fait par une piqûre de tiques. Alors les tiques, ce sont de petits... comment ça s'appelle, des petites araignées ou de petits insectes comme ça qui vont piquer la peau et qui vont transmettre une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis, qui s'appelle Borrelia burgdorferi et qui va entraîner la maladie de Lyme dont je vais parler dans une prochaine vidéo. Donc la voie transcutanée nécessitera obligatoirement un vecteur. Enfin, la voie sexuelle, donc on parle maintenant d'infections sexuellement transmissibles ou d'IST. Alors également, on peut avoir plusieurs infections bactériennes à transmission sexuelle, notamment la syphilis, qui est due à une bactérie qui s'appelle Treponema pallidum, ou encore la gonorrhée, qui est due à une autre bactérie qui s'appelle Neisseria gonorrhée, dont on parlera lors d'une prochaine vidéo. Donc 5 voies d'infection à connaître: la voie digestive, la voie respiratoire, la voie cutanée qui se fait par contact cutané, et la voie transcutanée qui se fait par effraction de la barrière cutanée, et enfin les infections sexuelles ou infections sexuellement transmissibles. Alors quelles sont les étapes de l'infection bactérienne? L'infection bactérienne va se faire en gros en 3 grandes étapes. On a d'abord la colonisation, ensuite la pénétration ou l'invasion, et enfin la multiplication ou la dissémination. Alors la colonisation, c'est simplement, comme on voit ici, les germes qui vont s'implanter sur la muqueuse. Alors ils ne vont pas traverser la muqueuse, mais ils vont juste s'implanter à la surface de la muqueuse. Ensuite, on a la pénétration ou l'invasion, où les germes vont franchir la barrière cutanée ou la barrière muqueuse pour se retrouver au niveau du tissu conjonctif et entraîner une réaction inflammatoire locale. Ensuite, lorsque tous ces germes vont pénétrer dans le tissu conjonctif, ils peuvent passer dans la circulation sanguine et entraîner finalement une infection qui est généralisée, dite systémique. C'est le cas par exemple de l'endocardite infectieuse, et dans ce cas-là, on pourra même avoir des emboles septiques, c'est-à-dire que cette infection pourra finalement passer vers d'autres organes et infecter d'autres organes. C'est le cas aussi de la staphylococcie, de tous les sepsis en fait. On aura un état de sepsis ou un état de bactériémie septique. Donc 3 étapes de l'infection. D'abord la colonisation, où la bactérie va juste elle va juste s'implanter sur la muqueuse sans la traverser. Ensuite, on a la pénétration ou la dissémination. Là, la bactérie va franchir la barrière cutanéo-muqueuse et entraîner une réaction inflammatoire locale dans le tissu conjonctif. Et enfin, la dissémination ou la multiplication. Alors là, les bactéries vont carrément passer dans la circulation générale, entraîner une infection systémique et pouvoir aller infecter d'autres organes et coloniser d'autres secteurs. Alors cette transmission ou cette dissémination peut se faire soit par voie sanguine, soit par voie lymphatique. Maintenant, parlons des mécanismes de l'infection. Alors, il ne faut pas confondre finalement les étapes et les mécanismes. Les mécanismes, en fait, c'est quels sont comment est-ce que va faire cette bactérie pour entraîner des lésions ou pour entraîner des signes cliniques. Alors, on a d'abord la toxi-infection simple. Alors, dans ce cas-là, la bactérie, finalement, elle ne va pas pénétrer dans l'organisme, elle va juste sécréter des toxines. On aura 2 types de toxines qui peuvent être sécrétées, soit des endotoxines. Les endotoxines qui sont plutôt caractéristiques des bactéries à gram négatif, et l'endotoxine chef de file, c'est le lipopolysaccharide ou le LPS, ou des exotoxines qui sont plutôt spécifiques des bactéries à gram positif, comme par exemple l'hémolysine du staphylocoque, ou encore tout type de toxines dites AB, dont on parlera tout à l'heure. Alors il existe évidemment des grammes négatifs qui ont des exotoxines, mais ça reste plus spécifique des bactéries à grammes positifs. Deuxième mécanisme, c'est la colonisation puis toxi-infection. Alors là, on aura d'abord effraction de la barrière cutanéo-muqueuse, puis on aura sécrétion de toxines à l'intérieur du tissu conjonctif ou à l'intérieur du corps, et c'est le cas le plus souvent des bactéries anaérobies comme le Clostridium dont on a 2 grands types que vous connaissez, dont on se fait vacciner, c'est
le Clostridium tetani par exemple. Donc le tétanos, la bactérie va entrer au niveau du tissu conjonctif, elle va pénétrer dans la circulation sanguine et sécréter ces toxines au niveau de la circulation sanguine pour entraîner ces manifestations cliniques. C'est la même chose pour la diphtérie par exemple. Enfin, on a la colonisation suivie d'une invasion. Alors dans ce cas-là, la bactérie va d'abord coloniser la barrière cutanée-muqueuse, puis elle va traverser la barrière cutanée, elle va arriver dans le tissu conjonctif, puis entrer dans la circulation sanguine, mais sans sécréter de toxines. C'est la bactérie elle-même qui sera responsable des manifestations cliniques. Alors on a deux types de colonisation avec invasion. On peut avoir soit les bactéries à développement intracellulaire, et c'est le cas des mycobactéries responsables de la tuberculose. C'est le cas des mycoplasmes qui sont responsables de certaines infections sexuellement transmissibles ou de certaines infections respiratoires. Donc là, ces bactéries, elles vont avoir besoin d'une cellule pour se développer. Donc c'est des bactéries à développement intracellulaire, un petit peu comme des virus. Et puis on a des bactéries à développement extracellulaire, et ces bactéries, en fait, c'est leur présence elle-même et surtout la réaction inflammatoire qu'elles vont entraîner qui seront responsables des manifestations cliniques. Alors la majorité des infections que vous connaissez font partie de ce mécanisme d'infection, de la colonisation avec invasion de type extracellulaire. C'est le cas des Escherichia coli, c'est le cas de la majorité des streptocoques et des staphylocoques. Donc trois types d'infections, ou trois types de mécanismes de l'infection. On a soit la toxi-infection dite simple, où finalement c'est la toxine qui est responsable des manifestations cliniques. On peut avoir des endotoxines pour les grammes négatifs et des exotoxines pour les grammes positifs. On peut avoir la colonisation suivie d'une toxi-infection. Alors là, on aura effraction de la barrière cutanéo-muqueuse, puis sécrétion de toxines à l'intérieur de l'organisme. Et la colonisation, puis invasion tissulaire. Là, on aura des bactéries qui seront soit à développement intracellulaire, comme pour la tuberculose ou pour les infections à mycoplasme, soit à développement extracellulaire, et c'est le cas de la majorité des bactéries que vous connaissez. Alors quels sont maintenant les facteurs de pathogénicité de la bactérie? Alors il y en a énormément. On va voir trois types de facteurs. Les facteurs qui vont faciliter la colonisation, des facteurs d'échappement à la réaction immunitaire et des facteurs de virulence, donc qui favorisent la multiplication bactérienne. Alors les facteurs qui favorisent d'abord la colonisation, on a soit les facteurs de pénétration, là c'est la mobilité par les flagelles, ou certaines enzymes qui, lorsqu'elles sont en contact avec les tissus, elles peuvent les détruire ou les grignoter un petit peu. Par exemple, les hémolysines comment elles s'appellent? Les hémolysines ou les toxines en fait qui peuvent grignoter l'épithélium, comme celles sécrétées par le staphylocoque. On a d'autres exemples, celle du streptocoque, celle de l'hémophilus, etc. Donc soit la mobilité qui favorise la pénétration par les flagelles, soit les enzymes qui peuvent détruire la barrière cutanéo-muqueuse. Et puis on a des facteurs d'adhésion, donc on a les pili. Alors les pili, ce sont, on a dit, de petites protéines, des polymères de piline avec à leur extrémité une adhésine. On a les adhésines non fimbriales qui sont en fait des protéines adhésives situées directement sur la paroi bactérienne. Ou encore le biofilm. Alors le biofilm, c'est une sorte d'enchevêtrement ou de tissu de glycocalyx qui est formé par un groupe de bactéries pour justement pour pouvoir déjà adhérer au tissu et fuir la réaction immunitaire. On a des bactéries qui sont plus spécifiques que d'autres pour former des biofilms. On a par exemple le Streptococcus mutans. Le Streptococcus mutans qui est présent de façon commensale au niveau de la bouche, et c'est lui qui est responsable des caries et de la plaque dentaire notamment. Alors ça, c'était les facteurs favorisant la colonisation. Maintenant, les facteurs d'échappement, on a deux types de facteurs d'échappement, soit la capsule. Alors la capsule, on avait vu ça dans le cours sur la structure bactérienne, et c'est évidemment et un facteur de virulence et un facteur d'immunogénicité. Donc un facteur de virulence, c'est-à-dire que c'est un facteur qui va permettre à la bactérie de se multiplier dans le corps, et également permettre au corps de fabriquer des anticorps anti-capsules grâce à son pouvoir très immunogène et très antigénique.
On a également les variations antigéniques, notamment les mutations de certaines protéines qui vont permettre aux bactéries d'échapper à chaque fois à la réponse immunitaire. J'ai pas d'exemple en tête, mais on a par exemple certaines Neisseria qui peuvent modifier la structure de leur paroi pour échapper à, euh, aux IgA sécrétoires, ce qui explique qu'on peut avoir très souvent un portage qui est chronique et un portage qui est asymptomatique du méningocoque au niveau du rhinopharynx. Donc deux facteurs d'échappement qu'on connaît, d'abord la capsule qui permet à la bactérie de se cacher du système immunitaire, et les variations antigéniques et notamment les mutations également qui empêchent la reconnaissance par les anticorps. Enfin, les facteurs de virulence, alors il y en a énormément et chaque bactérie a des facteurs de virulence qui lui sont spécifiques. On a les enzymes type protéase, type DNase, type hyaluronidase, qu'on retrouve surtout chez les bactéries à gram positif et surtout chez les streptocoques et les staphylocoques. On a les exotoxines, là c'est souvent des toxines de type AB. Les toxines de type AB, en fait, c'est des toxines qui possèdent deux segments. Un segment dit A pour active, et un segment dit B pour binding. Donc le segment A de la toxine AB, il a en fait une activité enzymatique qui va lui permettre en fait d'être toxique pour l'organisme. Donc le plus souvent c'est une activité enzymatique anti-tissu conjonctif. Et le segment B, en fait, c'est lui qui va lui permettre de se lier à son récepteur au niveau de la cellule cible. Donc les toxines AB qui ont deux segments, le segment A et le segment B. On a également les hémolysines, donc qui permettent, comme leur nom l'indique, une hémolyse intravasculaire. Pour la paroi, alors on a vu ça dans le cours sur la structure bactérienne. Les bactéries à gram positif possèdent au niveau de leur paroi de l'acide técoïque, qui est un grand facteur de virulence. Et les bactéries à gram négatif possèdent du lipopolysaccharide ou du LPS, qui est le facteur de virulence par excellence des bactéries à gram négatif. Enfin, on a les super-antigènes. Alors, les super-antigènes, c'est des antigènes qui sont particuliers. En fait, ils n'ont pas besoin d'un phénomène d'apprêtement pour entraîner une réponse immunitaire. Ils vont directement se lier d'une part au CD4 et d'autre part à un macrophage, ou parfois même lier directement de CD4 et entraîner une réaction immunitaire qui est exagérée par rapport à une infection normale. Et on retrouve ça surtout dans le TSST, c'est le syndrome de choc toxique staphylococcique. Alors maintenant qu'on a vu tout ce qui concernait la bactérie, on va voir tout ce qui concerne le corps humain, donc la défense immunitaire. Alors, finalement, on a deux types d'immunité, enfin trois types d'immunité. On a deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité adaptative ou l'immunité acquise. Dans l'immunité innée, on parle soit finalement de la réponse inflammatoire, soit des barrières anatomiques ou des barrières cutanéo-muqueuses qui vont empêcher carrément l'entrée de la bactérie dans le corps. Alors parmi les barrières anatomiques, on a la peau et la muqueuse évidemment qui constituent la porte d'entrée privilégiée des bactéries, que ce soit par voie cutanée ou par voie muqueuse, donc par le système respiratoire ou le système digestif ou même le système urinaire. On a des barrières qui sont mécaniques, c'est le cas des cils vibratiles qui sont présents par exemple au niveau de la trachée, le péristaltisme intestinal, les fluides corporels, comme la sueur par exemple. On a des barrières qui sont chimiques, c'est le cas des lysozymes qui sont retrouvés parfois dans les sécrétions pancréatiques ou le suc gastrique. On a les barrières organiques, c'est le cas du système lymphatique ou du système réticulo-endothélial, donc notamment la rate qui va servir de barrière pour les bactéries encapsulées qui rentrent par voie sanguine, et les ganglions qui vont servir de barrière contre les bactéries qui entrent par voie lymphatique. Et enfin les barrières de type biologique, et c'est le cas de la flore commensale, surtout la flore commensale digestive, qui va justement effectuer une barrière qui va empêcher la colonisation bactérienne sur la muqueuse digestive. Et c'est bien pour cela que toute altération de la flore commensale va être un facteur de risque d'infection digestive. Passons à l'immunité innée et à l'immunité acquise ou adaptative. Alors l'immunité innée va se baser sur trois grands systèmes. On a le système du complément, notamment par sa voie alterne qui est préférentiellement activée par le lipopolysaccharide. Mais si on a des anticorps qui sont formés, on peut également activer la voie classique du système du complément.
On a les systèmes phagocytaires, le système phagocytaire qui peut se mettre en place soit par CDCC, donc c'est la cytotoxicité complément dépendante, soit par ADCC, donc la cytotoxicité anticorps dépendante, soit carrément une phagocytose par les macrophages au niveau du tissu conjonctif. Et enfin, les trois phases de la réaction inflammatoire, donc la phase vasculo-oxydative, la phase cellulaire et la phase de réparation. Enfin, l'immunité acquise qui peut être soit humorale, soit cellulaire. Donc là, ça dépendra finalement du type de bactérie qu'on a. L'humorale va se faire notamment grâce aux anticorps qui peuvent être soit de type IgM si c'est une infection récente, soit de type IgG si c'est une infection tardive, soit de type cellulaire dans le cas des bactéries à développement intracellulaire comme dans la tuberculose, comme pour les mycoplasmes qu'on a vu tout à l'heure. Alors, quelles sont les manifestations cliniques qu'on peut retrouver après une infection bactérienne? Donc, on peut avoir soit une infection qui est dite localisée. L'infection localisée, elle est circonscrite ou elle est localisée au niveau d'un tissu ou d'un organe. C'est le cas, par exemple, des infections cutanées, de la PFLA, donc de la pneumonie franche lobaire aiguë, ou par exemple des ostéites. Donc là, c'est un seul organe qui est touché. On peut avoir une infection qui est dite généralisée. Alors là, on parle de bactériémie ou de sepsis. Alors je vous rappelle la définition du sepsis, qui est la présence d'une bactérie d'une infection au niveau du sang avec une défaillance d'organes. Le sepsis qui passe, l'infection généralisée, pardon, qui peut passer par trois phases, qui peut être de trois types en fait. On a soit l'infection généralisée aiguë, latente ou inapparente. Alors l'infection généralisée aiguë ou le sepsis aigu, c'est celui qu'on voit le plus souvent, qui passe par ces quatre phases. La phase d'incubation qui est silencieuse, donc on n'a pas de signe clinique, mais on a une multiplication bactérienne qui est intense. La phase d'invasion peut avoir nos premiers signes cliniques, notamment des signes inflammatoires, des signes généraux comme la fièvre, comme l'apparition d'une rougeur, etc. La phase d'état, où là les signes cliniques sont à leur maximum et la réaction immunitaire est à son maximum, on aura notamment l'augmentation du taux d'IgM à ce moment-là, au niveau de la phase d'état. Et enfin la phase de convalescence, où là le patient peut soit guérir de son infection, soit passer vers la chronicité, comme par exemple dans certaines infections, comme la fièvre typhoïde, la brucellose, etc., où on ne guérit pas vraiment de la maladie, mais on passe à une phase chronique. L'infection latente, où là on a des foyers qui sont endormis et qui peuvent se réveiller tardivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple on a eu une infection à un moment donné de notre vie, mais notre réaction immunitaire a fait en sorte que la bactérie ne s'est pas exprimée et elle a préféré se cacher dans des organes où l'immunité est faible pour profiter parfois d'une immunodépression pour se réveiller. Et on cite l'exemple le plus parlant, c'est la tuberculose, où on a une infection de type pulmonaire qui va ensuite se disséminer un peu partout dans l'organisme, puis au décours d'une immunosuppression, d'un traitement par un corticoïde, d'un cancer, d'un stress, elle peut se réveiller et entraîner des tuberculoses qui sont extra-pulmonaires. L'infection inapparente, c'est une infection qui est sans signe clinique, mais à réaction inflammatoire qui est très augmentée. Alors, il y a très peu de bactéries qui entraînent des infections qui sont inapparentes. On voit ça très souvent pour les infections plutôt virales, comme la rubéole, comme l'hépatite, etc. Et je vous remercie.